Chapitre 3. Il avait neigé puis gelé pendant la nuit. Tout le pays était cristallin comme du beau verre. On entendait marcher la chaleur légère du soleil. Les branches craquaient, les herbes se penchaient, se déshabillaient de glace et se relevaient vertes. Dès l'œil ouvert, Jourdan sauta du lit. Marthe était réveillée comme en plein jour. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» dit-elle. Ce qu'il a dit, allez voir les autres. Jourdan s'habilla, puis ouvrit l'armoire. « Qu'est-ce que tu cherches ?»« Ma limousine. Elle est pendue en bas. »« La neuve, dit-il, c'est pour lui. Il n'a rien pour se couvrir. Il fera froid sur le bogey. » Il s'approcha du lit. Marthe était couchée à plat. Elle avait encore de beaux seins vieux avec du germe. Jourdan posa sa main sur eux. « Quelle nuit !» dit Marthe. « Et alors, qu'est-ce qu'on se croit, toi et moi, à notre âge ?»« On est vivant, » dit Jourdan. « Bien sûr, dit Marthe. C'est seulement trop beau pour que ça dure. Et qu'est-ce qu'on va manger, dit Jourdan. « Vous avez du lard ? Je compte qu'on sera chez l'oncle Sylve vers midi. Mais va savoir au juste. Ton cheval est bien reposé, dit-elle. Je pense moins à la distance, dit Jourdan, qu'à ces sacrées fleurs de carottes. S'il se met à parler de ça, ça va durer. Il faudra bien, dit Marthe. Jourdan sentait dans sa main le germe de Marthe qui durcissait. Il a soigné les lépreux, dit-il. Qu'est-ce que tu as toujours à dire avec tes lépreux ? C'est une idée. Et il se mit à rire. La limousine neuve avait une odeur de camphre. Jourdan la secoua. Elle pesait au bout de ses bras comme une peau de taureau. « Il est déjà levé, dit-il. » On entendait du bruit en bas. « Il s'habituerait bien, dit Marthe. »« Nous aussi, dit Jourdan. »« Pendant que vous serez partis, dit Marthe, moi, aujourd'hui, je vous cuirai du pain neuf. » L'homme en bas avait allumé le feu et l'eau bouillait. On voyait maintenant comme il était vêtu. Hier, on avait manqué de temps pour le voir. Il y avait toujours quelque chose entre. Il avait un blouson de jersey qui faisait à la fois marin et pelage à cause de la grosse laine et à cause des raies bleues et blanches, à cause aussi de la forme qui se fermait haut autour du cou et serrée sur les poignets. « Voilà un manteau pour toi, dit Jourdan. » Après avoir bu le café, ils attelèrent le cheval au bogey. Jourdan mit dans le caisson une musette avec du lard et du pain. Il vérifia s'il avait bien son tabac et sa pipe. « On en a pour tout le jour, dit-il. »« On en a pour bien plus longtemps que ça, dit l'homme. En avant !» La charrette légère roula d'abord dans les champs. Sa capote de cuir criait dans les balancements. La neige gelée craquait sous les roues. Il y avait seulement les bruits de la neige et du froid. Le reste était du silence. D'un côté, on apercevait le bord noir de la forêt Grémone. Au-dessus d'elle, le ciel était bleu. Entre la forêt et le ciel, la neige des feuillages était comme une barre. Du côté où l'on allait, la lande était toute tremblante de brume. La solitude. « Alors, dit Jourdan, au fond, c'est ton métier ?»« Oui, dit l'homme. Et je ne sais pas si tu as remarqué cette longue corde avec des anneaux. Je la mets comme ça d'un piquet à l'autre et puis je marche sur la corde. »« J'ai vu quelquefois, dit Jourdan. Je marche sur la corde raide, dit l'homme, et je marche sur la corde molle. C'est ma spécialité. Plus encore que ce que je t'ai fait hier matin, ces transformations de l'homme. Évidemment, dit-il, après avoir allumé sa pipe, quand on connaît le métier, on sait que tout se tient et que tu marcheras d'autant mieux sur la corde que tu sauras mieux te transformer. L'homme, tu comprends, moi je l'ai appris sur moi. Si tu lui laisses l'habitude de sa facilité, il aime mieux être debout sur ses jambes qu'être debout sur ses mains. Mais tu peux le forcer à tout faire, même le bien. Et remarque que, la plupart du temps, le bien, c'est exactement ce que je faisais sur le tapis de cartes devant ton feu. « J'ai toujours aimé, » dit Jourdan. Il s'arrêta sur ce mot, et il resta en silence. Ils venaient de traverser la route, ils étaient entrés de l'autre côté dans un champ plus gras où les roues enfonçaient un peu. Le cheval allait au pas. « Nous commencerons, dit Jourdan, par le jas de l'érable près de l'étang. Par temps mou, là où nous roulons, c'est déjà un peu marécage. » L'étang s'annonça sans se faire voir. Il était sous une épaisse fumée.
La neige alourdissait les joncs, se penchait au-dessus de l'eau. Jourdan toucha du fouet, et le cheval se mit à trotter. Au bout d'un moment, le froid sentit la fumée de bois de chêne. « Oh, Randoulet !» cria Jourdan. Une ombre sortit du brouillard. « C'est toi, Jourdan ?»« C'est moi. J'ai reconnu le boguet. » C'était un homme court et gros avec plusieurs mentons en collier. Il avait de beaux yeux de porc et une bouche sanguine sous la moustache. « On ne savait pas quoi faire de ce temps, dit Jourdan. On a dit, on va voir le pays. Je suis avec mon cousin. Venez entrer, dit Randoulet. Et il marcha devant le cheval. La maison avait une petite façade. Dedans, on imaginait la pièce en longueur, mais elle était courte et embourbée là-bas au fond par un grand lit tout défait, couverture relevée, drap gris, matelas creux. « Honorine, voilà Jourdan, dit Randoulet. Honorine était penchée dans la fumée d'une chaudronnée de pommes de terre. Elle se redressa et s'essuya les mains. « On n'attendait rien, dit-elle. »« C'est ce temps, dit Jourdan, on se disait quoi faire. »« Prenez le feu, dit Randoulet, approchez-vous. »« Pousse-toi, dit-il à un homme qui était assis au bord de l'âtre. »« C'est toi le noir, lui dit Jourdan. »« Depuis qu'on a vendu les moutons, dit Randoulet, il ne sait plus que faire, il se chauffe. »« Cette saison, dit le noir. »« Vous avez vendu les moutons ?» demanda Jourdan. Honorine avait ouvert le placard. « Ne vous dérangez pas, dit Jourdan. »« On ne se dérange pas, dit Honorine, mais vous allez bien boire un petit coup. »« On les a tous vendus, dit Randoulet. »« Heureusement. »« Pourquoi heureusement, dit le noir. Tu es toujours heureux, toi. »« Non, je ne suis pas toujours heureux, dit Randoulet. Mais qu'est-ce qu'on ferait maintenant? Comme d'habitude. Tu les garderais dehors, toi, avec le temps? »« Non, dit le noir, je les laisserais au jas. »« Tu les nourrissais avec quoi? Avec le fourrage? »« Celui-là, dit Randoulet, en se tournant. Il est terrible, hein, il s'attache aux bêtes, il voudrait les garder toute la vie. Ah, donne-lui quand même un verre, Honorine. » Ils s'approchèrent de la table et Honorine avait placé les verres à la file. Elle versa la liqueur de fenouil. « Alors, comme ça, dit Randoulet. »« Eh oui, dit Jourdan. C'est ton cousin. »« Oui, un cousin, dit Jourdan. On a toujours été très fraternels. »« Ça vaut souvent mieux, dit Honorine. Buvez. »« Qu'est-ce que c'est ? Demanda Jourdan. »« Ah, ça, dit Honorine, c'est ma liqueur, un secret, malin qui devine. » Bobby goûta lentement. « Il y a du fenouil, dit-il. »« Ça, c'est facile, dit Honorine. » Bobby but une gorgée. Du serpolet, un peu de genièvre et... Attendez. Il avait à ce moment-là son sourire. Jourdan se dit, ça commence. Bobby se lécha les lèvres. « Vous avez, dit-il, ouvert une galdieuse. Au milieu est une petite boue noire. Vous avez pris ça du bout du couteau et peut-être 2, pas plus de 3. » « 2 et demi, dit Honorine dans un souffle. Ça alors ? Comme cousin, dit Randoulet, celui-là, Jourdan avait pris un petit air heureux qui voulait dire « Eh oui, c'est comme ça que nous sommes. » Remarquez, dit Bobby, que ce n'est pas difficile. Il suffit d'avoir goûté une fois la galdieuse pour la reconnaître toute sa vie. Mais votre grande découverte, Madame Honorine, c'est de l'avoir mariée avec le serpolet, le fenouil et le genièvre. Ça, c'est des plantes joyeuses qui font soleil, nuages et joie de mai. La galdieuse, surtout le cœur, c'est noir comme le sommeil de la terre. Il y eut un silence et Randoulet demanda « Pardon ?»« Oui, dit Bobby. Je dis qu'il y a des choses qui, par leur goût ou leur couleur, quand on les a sur la langue ou dans les yeux, font joie et d'autres qui font deuil. 3 choses de joie, 1 de deuil, ça fait vivant. » On se regarda. Randoulet allait parler. « Si vous croyez qu'il va comprendre, dit le noir. »« D'abord, dit Randoulet, je ne suis pas plus bête que toi, j'ai compris. »« Non, dit Bobby. » L'ombre bougea. Il y avait quelqu'un d'accroupi près de l'âtre et qui s'était dressé. C'était une fille d'à peu près 20 ans. Sa lèvre pendait un peu blanche de salive, mais elle avait de beaux yeux. « Voilà, monsieur, dit-elle. Bobby tendit les bras.
Elle lui donna un petit chien. Il avait à peine quelques semaines. La fille avait son corsage ouvert. Là-bas dans l'ombre, elle avait essayé de faire téter le petit chien à son sein sec. « Voilà, monsieur, » dit-elle encore. Elle faisait avec ses mains le geste « Gardez-le ». « Alors, Zulma, » dit Randoulet. « D'ailleurs, » dit Bobby, « il va falloir partir, on est assez resté et le cheval doit avoir froid. » Il voulut poser le petit chien par terre. « Voilà, monsieur, » dit encore Zulma, « voilà. » Elle força Bobby à garder la petite bête dans ses bras. « Faites semblant, » dit Honorine. « Merci, madame, pour tout, » dit Bobby. Ils sortirent avec Randoulet. « Elle est simple, dit-il, il faut l'excuser. »« Oui, dit Bobby, voilà le chien, gardez-le bien, ça fera une belle bête. »« Au revoir, dit Randoulet, comme il montait en voiture. »« Oui, dit Bobby, on se reverra. » Après un petit moment de trot le long de l'étang, « La fille Zulma, dit Jourdan, c'est presque elle qui a donné le nom Ja. »« Ça m'intéresse, dit Bobby. »« Regarde, dit Jourdan. » À ce moment-là, il s'était un peu éloigné de l'étang qui se contournait en bas dessous. Et le terrain, malgré la neige, s'annonçait comme étant de la prairie. Dans le sillage de la charrette, la trace des roues était verte. Bobby regarda. C'était un arbre tout seul, au milieu du nu. Il chuintait de toutes ses branches noires malgré le grand silence, ou plutôt à cause du grand silence. C'était un petit bruit. « C'est un érable, dit Jourdan. On voulait l'arracher, il a fallu qu'on se batte avec elle. » Il y avait maintenant devant, de chaque côté et derrière, une vaste lande plate cernée de brume. Au fond de la neige, le sol sonnait dur. On apercevait vaguement dans la brume, à droite, une forme sombre largement étendue et qui se continuait tout le long de l'horizon. « On retourne à la forêt ?» demanda Bobby. « Non, dit Jourdan, c'est le bois des Fans. Une bordure seulement. C'est de là que les Ubacs plongent vers l'Ouvèze. » Ils s'en allèrent au pas. Puis, des moments de trot, ils marchaient droit vers la forme sombre du bois. Elle ne s'approchait pas. On la voyait toujours, indécise et noire dans la brume. « La neige trompe, dit Jourdan, ça semble près et c'est loin sur la terre plate. L'image nous en vient de reflet en reflet. »« On ne voit pas d'oiseaux, dit encore Bobby. Ils sont dans le bois. »« À qui appartient le bois ? » ?»« Oh, c'est communal. »« Mais vous n'êtes pas commune. »« Non, dit Jourdan, mais le terme, c'est qu'on a qualité. On s'entend une fois par an là-dessus, chez Fra Joséphine. » On était maintenant sur du plat, avec très peu de neige. Le gel qui durait malgré le jour monté faisait route libre. Le cheval trotta un bon moment. À midi, on laissa souffler. Jourdan et Bobby descendirent de voiture, on couvrit le cheval avec les limousines et on lui donna son sac. Jourdan tira le pain et le lard. Ils mangèrent sans parler. De temps en temps, ils sautaient d'un pied sur l'autre. Ils avaient l'air de mâcher des choses fumantes. L'haleine, à chaque bouchée, faisait brouillard. « On va arriver à Mouillac sur le coup d'une heure, dit Jourdan. »« On ne voit pas d'oiseaux, dit encore Bobby. En effet, c'était le silence et l'étendue déserte. Le cheval faisait cliqueter son mors en mangeant. Mouillac était une maison seule dans les champs, plus grande que le jas de l'érable avec un portail, une fenêtre de chaque côté de la porte, 3 fenêtres au premier étage et à celle du milieu un balcon de fer. Un petit chemin soigneusement déblayé de neige menait au seuil. La cour était propre. D'un côté, les soues silencieuses et vides. De l'autre côté, un hangar abritait des charrues, des harnais, un billot de bois encore entouré de bûches fraîches, fendues et un tas de fourrage sec et qui donnait chaud rien qu'à le voir. Le boguet entra dans le chemin et s'approcha de la maison. La porte s'ouvrit et un homme parut dans l'encadrement. Derrière lui, on voyait flamber l'âtre. L'homme fumait la pipe. Il était vêtu de velours roux, sa tête nue et toute chauve luisait. Il avait de grandes oreilles, ni barbe, ni moustache, la bouche mince et tordue. On ne voyait guère les yeux sous les énormes sourcils gris. « Quelle nouvelle ?» dit-il. De son tic familier, il se passait la main sur le crâne. « Rien de grave, dit Jourdan, on ne s'arrête même pas. » L'homme vint jusqu'à la voiture. « Si, dit-il,
Descendez une minute. C'est mon cousin, dit Jourdan. La cuisine était spacieuse et nette. On n'en voyait qu'une large table en bois de noyer frottée jusqu'à l'os, et devant l'âtre un bon carré de dalles luisantes, propre, sans une touffe de cendre. Le reste était dans l'ombre. Près du feu, Madame Karl reprisait un tricot. Le fils Karl tâtait ses mains. Avec son doigt, il essayait la paume dessous le pouce pour voir si le cal était bien dur. Il passait son doigt sur les durillons et les petites verrues. « Un air de feu seulement, dit Karl. Asseyez-vous. »« Voilà bien longtemps qu'on n'a pas vu Marthe, dit Madame Karl. Vous auriez dû l'amener. »« Et la soupe pour ce soir, dit Jourdan. On aura faim en rentrant. »« Voilà ce que c'est, on est venu voir ton étalon, Karl. » Karl les fit passer par la petite porte intérieure. En suivant le couloir, on sentait peu à peu venir vers soi la chaleur animale de l'écurie et l'odeur de l'herbe piétinée. « Il y a 2 marches, dit Karl. Attention. » Après les marches, le pied se posait sur un sol souple fait de paille et un peu juteux. Il fallait habituer ses yeux à l'ombre. Les talons étaient comme une lumière. Le jour de l'œil de bœuf glissait sur son poil. On voyait peu à peu les contours de la bête. Elle était dans une boîte de planches solidement étayée, étroite à ses flancs et fermée par derrière avec 2 gros troncs d'arbres. C'était un cheval noble. Toute l'encolure dépassait les planches, il reniflait le râtelier, le mou de son museau était extrêmement mobile. Il ne mangeait pas. De temps en temps, il retroussait sa lèvre, et d'un coin de dent, il tirait 2 ou 3 poils de fourrage. Il mâchait, il gémissait comme une femme. Il crachait la petite boule verte de l'herbe, il frappait du sabot de devant, il relevait 2 ou 3 fois l'encolure. Il secouait la crinière comme s'il était à courir dans les libres prairies. Il frissonnait tout entier. La force coulait dans sa peau et ses muscles. Il était ébranlé comme le lit d'un torrent qui porte soudain trop d'eau. Il ruait d'un grand saut des 2 sabots de derrière. Il frappait du fer les troncs d'arbres. Il gémissait encore tout doucement pour lui-même. Karl s'approcha. « J'ai été obligé de tourner ce morceau d'arbre, dit-il. Quand on l'a coupé, la hache s'est cassée de dedans. Elle y est restée. Chaque fois qu'il frappait là-dessus, ça faisait des étincelles. » De retour à la cuisine, Karl insista pour les faire asseoir un moment. Bobby cligna de l'œil. « Juste un peu alors, » dit Jourdan. Bobby s'assit près de Madame Karl, il se chauffa les mains, il s'étira comme un chat. « C'est bon la chaleur, » dit-il. « Ce temps vous gèle, dit Madame Karl. Elle abaissa son tricot sur ses genoux. « C'est moins, dit-elle, le vrai du froid qui vous gèle comme d'être obligé de rester sur place. » « Vous avez un beau cheval, dit Bobby. »« Oui, dit Karl. Il est très gras de semence. Il réussit toutes les saillies. »« Je veux dire, dit Bobby, qu'il est très beau, beau en parlant de la beauté. » Jourdan allait dire « Pardon ?» Il se retint. Il aimait mieux que ce soit Karl qui le dise. Karl s'était frotté le crâne avec la paume de sa main. « Oui, dit-il, il est beau, comme vous dites. Et encore, vous ne l'avez pas vu en plein jour. Il a un chanfrein pointu et long comme une feuille d'iris. »« Feuille d'iris » dit Bobby étonné. « Oui, monsieur, dit Karl. »« Si j'entends bien, dit Bobby, il a le devant du visage allongé, plat, brillant et pointu avec la pointe placée juste entre les 2 naseaux. »« Juste, dit Karl, un peu haletant. »« Vous êtes connaisseur ?»« Non, dit Bobby. » Et il laissa s'établir le silence. « Voilà, dit Karl. » Et il était haletant, il était toujours haletant et bouleversé quand il parlait de son étalon, et il se passa un bon coup de paume de main sur le crâne. C'est un signe de race, ça. Et puis le garrot trouble. J'appelle le garrot trouble quand les muscles ne sont pas allongés, mais qu'ils font un peu la boule sous la poignée des omoplates. Je ne veux pas parler de ce qu'ils ont, vos gros chevaux, et qui est là, il se toucha sa propre poitrine, et qui n'est que le bourré en avant, comme on dit, et ça vient de ce qu'il tire avec le collier, et c'est de la renforçure, mais de la fausse renforçure. Non, ce que je veux dire, c'est du trouble. Il répéta le mot en le faisant trembler dans sa bouche. Du trouble. C'est une force naturelle, une force cheval. Oui, dit Bobby. Alors, tu sais ce que c'est au juste ? Non, dit Karl. Bobby se mit à sourire, et ouvertement, il cligna de l'œil vers Madame Karl et vers le fils et vers Jourdan, et il s'installa en face de Karl avec un rire muet. «
C'est, dit Bobby, tu as vu des têtes de coquelicots? Oui. C'est gros comme le pouce et puis ça s'ouvre, et peu à peu, il en sort une fleur grosse comme le poing. Oui. Ce qu'il a, ton cheval, il dit le reste tout doucement. C'est la graine des ailes. Oui, continua Bobby dans le silence, et toujours tout doucement, il en sortira de grandes ailes blanches, et ça sera un cheval avec des ailes, et il fera des enjambées comme d'ici au jas de l'érable, et il galopera à 10 mètres au-dessus de terre, et on ne pourra jamais plus l'atteler, ni lui, ni ses fils, ni les fils de ses fils.